les politiques commencent à prendre en considération ce que représente le blé et l'exportation du blé dans le monde, mais surtout dans le bassin méditerranéen. Je pense qu'ils se rendent compte, surtout je dirais depuis 2007, depuis qu'il y a eu la crise pas importante en 2007, qui a montré que et ben voilà, c'était pas durablement élevé les stocks. À un moment donné, on pouvait avoir des problèmes de stock parce qu'il y avait deux ou trois mauvaises récoltes sur la planète dans différents pays. Donc, et ensuite, dans les déplacements ministériels, effectivement, où là, nous essayons de participer pour bien faire valoir aussi l'attente des pays, notamment des pays du sud de la Méditerranée, qui sont quand même nos premiers clients, qui seront des clients durables, parce que jamais ils pourront satisfaire la totalité de leurs besoins, jamais, parce qu'ils n'ont pas la chance d'avoir la terre, l'eau, le climat adéquat comme nous. Et donc ils ont besoin d'avoir plusieurs fournisseurs, dont l'Europe, et dans l'Europe surtout, dont la France, qui est le plus gros exportateur au sein de l'Europe. Et nous essayons d'œuvrer, nous, au sein de l'Association générale des producteurs de blé. Et nous avons rencontré notamment le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius. Nous avons rencontré le ministre du Commerce extérieur. Nous essayons d'œuvrer auprès des parlementaires, et notamment aussi à l'Élysée, à Matignon, pour faire valoir tout ce que représente le blé, que c'est bien entendu une balance commerciale importante, puisqu'on contribue entre 8 et 10 milliards d'euros tous les ans à l'excédent de la balance commerciale, certes, mais c'est aussi géopolitique et géostratégique, et notamment par rapport aux pays sud de la Méditerranée, qui sont des voisins les plus proches de l'Europe, et auxquels, bien entendu, on doit accorder la plus grande importance. Donc ça fait partie des relations aussi. Et puis, en fin de compte, le métier de paysan, c'est nourrir les hommes, mais bien au-delà aussi de son territoire. L'objectif que nous sommes fixés, nous, la stratégie de la filière céréalière, c'est de produire plus et produire mieux. Produire mieux parce qu'il y a des attentes sociétales avec lesquelles il faut répondre. Produire mieux en matière technologique pour répondre aux besoins de nos acheteurs, qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, suivant les pays, la forme du pain n'est pas la même, donc la farine, c'est-à-dire le blé fourni, doit correspondre à la technologie pour faire ou du pain type pain française ou de la galette, par exemple. Donc ça, c'est important. Et le produire plus, ben, bien entendu, on va passer à 9 milliards d'habitants, donc il va falloir les nourrir. Et puis aussi, on a une classe émergente dans le monde qui progresse, puisqu'on dit qu'elle va doubler dans les prochaines années. Et plus la classe médiane, je dirais, augmente, plus elle a des besoins. Et ces besoins sont de plus en plus importants, puisque après les gens se mettent à consommer de la viande, et pour faire de la viande, ben, il faut des céréales, etc. Donc ce qu'on a constaté, c'est que ces 40 dernières années, la population a augmenté à peu près de 100%, pratiquement doublé. Or, la production de blé dans le monde, elle, a augmenté de 130%, c'est-à-dire bien au-delà de l'augmentation de la population. Et ça va continuer à perdurer grâce aux classes moyennes qui se développent, c'est-à-dire que la planète, les gens sur la planète s'enrichissent, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de pauvres. En nombre, il y a toujours le même nombre, malheureusement, mais en pourcentage 2 fois moins qu'il y a 40 ans. Et que le problème, ce n'est pas la nourriture, le manque de nourriture, c'est l'accès à la nourriture et les problèmes de revenus. Et on voit notamment, à travers les colloques qu'on vient de faire, que par exemple l'Égypte finance presque à 100% le pain, puisque je crois que ça doit coûter 1 centime la baguette. Montre que le problème, voilà, c'est pas l'accès pour avoir du blé, c'est l'accès pour pouvoir acheter le pain. C'est deux choses complètement différentes. Et là, on est dans le géopolitique, dans le géostratégique, puisqu'on sait aussi qu'affamer les gens, pour certains, c'est une stratégie guerrière, entre guillemets, et que là aussi, voilà, faut en tenir compte. Et puis on sait aussi que certains pays qui ne sont jamais producteurs de blé, notamment certains pays en Afrique, par contre, commencent à en consommer, et de plus en plus, et là, il y a une vraie place stratégique à prendre, mais aussi, je crois que c'est du rôle humain, c'est ce que les paysans aiment bien, ils sont là, on est là pour nourrir le monde, on est là pour nourrir les gens, et je vous dis, et ça dépasse la commune, le canton, et ça dépasse maintenant l'Hexagone et l'Europe. Le comportement de la Russie en disant on va taxer les exportations, on va réduire les exportations, taxer le blé, c'est une stratégie purement russe, c'est-à-dire Vladimir Poutine, c'est sa stratégie. Il ne s'occupe pas des répercussions que ça va avoir sur le reste de la planète. C'est pas son problème c'est voilà, je dois contenir le prix des céréales de façon à ce que ma population puisse se nourrir convenablement. Point barre. Il ne s'occupe pas du reste. Alors bien entendu, ceci peut avoir des conséquences sur le marché international s'il y avait un peu pénurie, je dirais, à ce moment-là, et s'il ne participe pas à alimenter au-delà de la Russie, pourrait avoir des conséquences sur les prix.
Maintenant, tout va dépendre de la récolte qui va venir. Et on en revient sur les fondamentaux entre l'offre et la demande. Et c'est ça qui fait vraiment les prix. Si l'offre est abondante, et la Russie, si elle exporte, ben, l'offre sera sûrement abondante. Et la demande continuera de toute façon pendant encore au moins 40 ans à augmenter de manière régulière. Donc oui, ça peut avoir une influence. Ça l'a eu surtout, je dirais, par un phénomène climatique en 2010, quand on dit que la Russie a brûlé, il y a une telle sécheresse qui a brûlé, et là les prix sont mis à flamber en 2010, hein, en un mois. Bon, là on est plus sur du géopolitique, géostratégique russe. Euh, Ça avait déjà commencé en 2015, ça n'a pas eu beaucoup d'incidence sur les prix jusqu'ici. Et après, bien entendu, il y a la parité rouble-dollar qui est bien entendu extrêmement importante aussi par rapport à ça. Donc oui, c'est un phénomène assez complexe et qui est financier, qui est l'abondance peu ou prou l'offre-demande, et puis qui est géopolitique et géostratégique, où chacun pour son pays, au contraire au niveau planétaire vis-à-vis de ses voisins.